Pour le groupe Modem et démocrate, Monsieur Jesmar. Moi, j'ai des questions effectivement sur la situation des AESH, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la situation des AESH et de l'embauche des 8000 CDD, CDI. Je sais que l'objectif du gouvernement et de la majorité depuis le début du quinquennat, c'était de parvenir à une école pleinement inclusive. Pour permettre cela, le président de la République a annoncé en février 2020 la création de 11 500 emplois et de limiter aussi l'existence des temps partiels subis. Est-ce que l'épidémie du Covid a-t-elle contraint à adapter cet objectif ? Et ça, c'est une première question, c'est sur les AESH. Et j'aimerais aussi avoir votre avis sur les retours sur la vaccination des personnes en situation de handicap, car dans le cadre de la lutte contre le Covid, les personnes atteintes de handicap peuvent bénéficier du vaccin, notamment s'ils sont accueillis en établissement spécialisé ou s'ils ont plus de 75 ans. Comment la campagne se déroule-t-elle dans ces établissements ? Quel est le taux de vaccination de cette population qui est particulièrement fragile face au risque du coronavirus? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jesmar. Pour les AESH, qui est un vrai sujet sur lequel vous êtes plusieurs à m'interpeller, on est bien conscient, je pense que nous avons travaillé sur le contrat des AESH, puisque plus aucun AESH n'est en contrat aidé, je tiens à le dire, c'est une grande avancée, en CDD ou en CDI. Maintenant, il faut qu'on travaille en effet sur la déprécarisation financière. C'est un engagement du ministre, il le porte dans le dialogue social, ça fait un des objets aussi, notamment du Grenelle de l'école actuellement, et c'est un engagement du ministre, il y travaille. Nous avons déjà cette piste des AESH référents qui leur permettent d'avoir du 35 heures, puisque donc du coup, avoir une déprécarisation financière, il faut qu'on y travaille encore. J'étais justement avec des AESH à Amiens pour les écouter. Il y a encore trop de personnes qui ne peuvent pas, qui subissent un temps partiel et qui ne le choisissent pas. Mais beaucoup de personnes aussi choisissent le temps partiel, parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans. Si, il y a quand même, je vois Madame Ressiguet qui hoche de la tête. Il y en a aussi qui ont choisi d'avoir une vie familiale et une vie professionnelle avec le rythme scolaire. Pour autant, ce n'est pas une réponse satisfaisante et je le sais pertinemment. C'est pour ça qu'il nous faut travailler là-dessus. C'est pour ça que beaucoup de collectivités aussi embauchent sur les temps périscolaires les AESH. Je vous rappelle que le diplôme d'État d'AES, c'est éducation inclusive, avec les 3 options. Donc là, nous avons une piste de travail aussi pour améliorer les conditions financières. Ça fait partie du périmètre du ministre de l'Éducation nationale. Il le porte dans son dialogue social. Il est extrêmement prégnant dans son esprit. Sur le nombre d'AESH, je pense que là aussi, nous avons une inflation de demandes d'AESH et je pense que la formation des enseignants, l'outillage, la coopération médico-sociale va pouvoir aussi mieux armer l'éducation nationale à faire face aux adaptations nécessaires et suffisantes. Pour autant, l'organisation des PIAL, alors peut-être que sur le territoire, c'est inégal la façon dont ils sont mis en place, c'est normal, c'est un nouveau dispositif. Il faut que le temps qu'il se rôde, pour autant, c'est un moyen pour moi, je pense, d'organiser au plus près des besoins de l'enfant les moyens de l'éducation nationale. Donc, nous y sommes extrêmement vigilants. Nous avons des comités de pilotage de l'école inclusive tous les 2 fois par an, avec la mobilisation ensemble à chaque fois de l'ensemble des recteurs et de l'ensemble des DG d'ARS, parce que c'est comme ça que cette coopération deviendra. Il y a les comités techniques départementaux de scolarisation dans chaque département. Et là, je vous invite à y participer, et je sais que certains d'entre vous le font. On a échangé avec la députée Dubois là-dessus, avec Jacqueline Dubois. Elle y participe, et je pense que c'est très important que vous y soyez pour faire justement ce lien indispensable. C'est dans cette instance qu'on peut faire la planification des moyens, qu'on peut programmer justement les ouvertures du LIS, d'unités d'enseignement, et qu'on va donner réalité et corps à cette coopération sur le territoire qui est si importante pour réussir. Pour répondre sur la vaccination, bien sûr que je me suis battue et que ce soit inscrit. Nous avons tout simplement eu à gérer les arrivées des vaccins et la priorisation, c'était en premier lieu nos plus âgés de 75 ans. Je vous rappelle que c'était les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Les personnes en situation de handicap dans les femmes et dans les masses qui sont plus jeunes, bien sûr, étaient en 2e temps de vaccination parce que c'était la recommandation et la stratégie vaccinale qui a été choisie. Et c'est pour ça que j'ai pu accélérer la prise en compte de la vaccination dans les femmes et dans les masses avec la nouvelle arrivée de l'AstraZeneca dès le début de cette semaine. Donc non, ils n'ont pas été oubliés, ils ont été au contraire priorisés.
Mais je vous rappelle que dans la stratégie vaccinale, c'était d'abord les plus de 75 ans, et puis après, il y avait toute la déclinaison des comorbidités, et nous nous sommes battus. Et je vous rappelle peut-être à redire que dans la liste, nous avons inclus aussi les adultes trisomiques qui ont une trisomie 21 parce qu'ils ont 4 fois plus de risque de développer une forme grave et malheureusement 10 fois plus de risque d'en décéder. Donc ça aussi, il faut peut-être le repréciser dans les éléments autour de vous.